السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو راكم في صحه جيده. بعد ما نشرنا الفيديو المقتضب اللي فيه الواقعه ديال طرد الصحفي الجزائري بعد التصريحات العنصريه الغير مقبوله بخصوص المغرب، تم طرده من قناه فرنسيه، ونشرنا كذلك الاعتذار ديالو. في هذا المقطع جبت لكم البرنامج كامل اللي كندخل فيه، هو برنامج جزائري على قناه رسميه جزائريه وتكلم فيه. وصراحه الموضوع ديال البرنامج هو المروك المخزن. تكلموا على تقنين القنب الهندي، على الواقعه اللي وقعت في تيكات في اليابان، تكلموا جبدوا الاعراض المغاربه، هو سخن ولا طرح وبدا كيهضر. كاين بعض الصحفيين الجزائريين بطبيعه الحال محسوبين على النظام. هي قناه كامله الاختصاص ديالها هو سب المغرب وشتم المغرب، داروا حصه خاصه باش تعرف انه راه هادشي اللي كنديروا الاخوان راه ماشي زعما كنزايدوا ولا شي حاجه، هذا هو الواقع. مابقاش تقول لي خاوه ولا طاوه ولا شي حاجه، راه كراغله، راه ما فهمهم ما يتحمل. باش نقول لكم الاخوان من طرف طرف، تبع معايا هاد المقطع وتبعوا مزيان، وكتب لي في التعاليق ضروري تعطيني الراي ديالك مهم. شكرا الناس كيديروا لايك قبل الفيديو، ونتلاقاو في الاخير نناقشوا بعض التفاصيل مع هذا الكلاغ. صراحه كاين بزاف ما يتقال، خليك تتبع هذا المقطع. De cette rubrique, justement, un événement qui s'est plutôt un incident qui s'est déroulé au Japon lors du sommet Japon-Afrique, au sommet du TICAD. On regarde la vidéo et on revient au débat. Alors ces images ont fait le tour du monde, ils ont fait vraiment le tour des réseaux sociaux aussi. Surtout les réseaux sociaux. Je rappelle que cette image que vous venez de voir a été filmée par un confrère, Younes Sabar Sherif, qui était présent justement au Japon, et c'est lui qui a immortalisé ces images pour les diffuser sur les réseaux sociaux. Il y avait plusieurs angles, mais le meilleur angle c'était celui qui a été filmé par Younes Sabar Sherif et qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Voilà, vous en parlez. Le représentant du Maroc a tenté d'empêcher le représentant de la race en lui enlevant l'appellation race sur le chevalier. Justement, on termine. Après, il y a eu l'intervention du diplomate algérien qui a empêché cette agression diplomatique et qui a été pilotée par le Maroc, n'est-ce pas, Mehdi? Écoutez, moi je suis très content du travail de notre journaliste, parce que les masques tombent. Oui. Les masques tombent enfin devant les regards, sous les regards internationaux. Vous imaginez que ce pseudo-diplomate, je ne sais pas si c'est un diplôme, enfin ce pseudo-être humain qui ose attaquer l'ambassadeur du Sahara. D'une manière, on voit, hein, il saute carrément sur la table pour essayer d'enlever le chevalet. Hein. Ben écoutez, alhamdoulilah, tant mieux, parce que ça a été filmé, ça a été retransmis, il n'aurait pas pu faire pire. En fait, cette image, je vais le dire d'une façon, de façon très algéroise, Rabbik Chfo. Et en plus que Rabbik Chfo, on a un diplomate qui fait des cours de judo, à ce que je vois, qui peut être médaille d'or. En plus, il s'appelle Khalif. Et on a une boxeuse, Khalif, qui peut être lui champion olympique de judo. Il lui a fait un hippon qui mérite la meilleure médaille d'or. Donc, je suis à la fois fier de mon diplomate, qui est également un grand judoka. Je suis très fier que cet État voyou et cette voyoucratie diplomatique soit humiliée devant la terre entière. Et je suis très content de la solidarité entre le peuple sahraoui et l'Algérie, comme toujours, où c'est un Algérien qui défend encore l'ambassadeur d'un peuple opprimé. Donc la symbolique en termes de communication, elle est juste
exceptionnelle, elle est juste géniale. Et franchement, on l'aurait payé, il ne nous aurait pas autant servi. Donc c'est exceptionnel. L'humiliation en direct sous les yeux du monde entier. Et alors, je vous dis, parce que moi j'adore, moi vous savez, la petite cerise sur le gâteau à la fin, c'est que la délégation de cet État voyou a été expulsée du Japon. Donc après ça, franchement, on peut prendre des pop-corn, manger, il n'y a plus rien à dire. Est-ce qu'on peut dire que le diplomate algérien a remis à sa place ce voyou? C'est tout un symbole que l'État colon s'attaque aux colonisés et qui est défendu par l'État voisin qui plaque au sol l'État colon. C'est tout un en termes de communication, je vous le dis. Vous avez vu quand Barack Obama il prend le micro, il le fait tomber, il dit The End. Ben ça y est, il n'y a plus rien à faire. Il y a plus rien. En fait, tout est dit par une séquence. On a un diplomate algérien qui va défendre un diplomate sahraoui par rapport à une espèce de voyoucratie d'État et qui le met au sol, qui le plaque au sol. Le diplomate, le faux diplomate de l'État voyou ne réagit même pas tellement il est surpris par la rapidité d'action, encore une fois algérienne. Il est désarçonné. Il est désarçonné et il ne sait même plus où est-ce qu'il est, il ne sait même plus dans quel monde il est. Et après, vous voyez deux pitres de son clan qui viennent de loin en disant non mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qui ont essayé de proférer des insultes et qui ont été immédiatement remis à leur place par notre délégation d'hommes diplomates, mais d'hommes avant tout avec un grand H, parce que nos diplomates sont des hommes avec un grand H, et qui ont été expulsés manu militari de la session justement au Japon. Donc je vous le dis, c'est du 100%. Honnêtement, vous prenez votre pot de popcorn, vous mangez et vous rigolez. Il n'y a plus rien à faire. Il faut préciser, Samy, que ce n'est pas la première fois que le Maroc essaye d'empêcher la participation de la RASD à des réunions de l'Union africaine. On se souvient également en Afrique, il y a eu à peu près le même incident, mais cette fois, ils ont été humiliés d'une façon extraordinaire. Et puis, les réseaux sociaux en ont fait toute une parodie sur le Japon qui est le roi du judo, sur le geste du diplomate algérien, mais également sur la façon de défendre du diplomate algérien. C'est qu'il a réagi d'une manière de légitime défense par rapport à l'attaque du diplomate marocain. Symboliquement, ça démontre que l'Algérie veille toujours au grain et que l'Algérie défend corps et âme le droit, la justice et les causes justes. Il faut dire que le Maroc, pour répondre à ta question Salim, est connu. Donc ce régime voyou et dictatorial marocain est connu pour sa politique de délinquance et de corruption. On l'a vu très récemment, notamment en Afrique, mais également en Europe, où de nombreux hommes politiques occidentaux et particulièrement européens ont été corrompus via notamment la création de l'Union le Marocco Gate et, somme toute, ce des membres fondateurs de l'Union africaine. La République sahraoui est membre fondateur, contrairement au Maroc. Tout à fait. Donc, qui a la légitimité de s'asseoir autour de la table? C'est la République arabe sahraoui démocratique. Donc, à un moment, moi j'invite quelqu'un chez moi, je l'invite à la maison, et il prend ma place. Je me sens en quelque sorte menacé. Il y a un événement. C'est un membre fondateur. Mehdi, il y a un événement qu'il faut rappeler. Parce que c'est pour compléter un peu ton propos qui est extrêmement pertinent. C'est que dans les années 80, ce régime donc voyou marocain a décidé de claquer la porte de l'ancêtre de l'Union africaine, qui n'est autre que l'Organisation de l'Unité africaine, donc l'OUA, en proférant même des propos racistes contre les Africains, en parlant que ce concert africain n'était du bruit, enfin comment dirais-je, ils avaient utilisé quand même le terme de bruit de tam-tam, etc. Donc il y a un relent raciste et méprisant. D'ailleurs, c'est la déclaration de Hassan II. Voilà. Il a déclaré que c'était la conférence des tam-tam. Voilà. Donc, qui est un mépris, mais vraiment impressionnant. Raciste, et raciste aussi, parce que le relent raciste est vraiment. Tout à fait. est derrière. Oui. Mais aussi, pour terminer ce petit paragraphe, c'est que aujourd'hui, ce régime-là est apparu au grand jour. Tout le monde voit qu'en réalité, le Maroc n'a jamais cessé d'être ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire le cheval de Troie de l'impérialisme occidental et du sionisme.
Exactement. Oui, Yasmine. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'adore regarder les événements par rapport à notre vision, à nous, Algériens, ou le Avec monde, un autre regard. mais avec le regard marocain. Et alors, j'ai été voir comment ils ont déformé l'événement. C'est plutôt l'Algérie qui a été expulsée et la race qui ont été. Et c'est l'Algérien qui s'est attaqué au Marocain. Et ça, alors que l'image, elle est claire. L'image, elle est claire. Et ça, c'est ce qu'on offre au peuple marocain, qui, lui, est complètement out. Il n'est pas là. Tout ce qu'on lui raconte, il le croit. Et il pense que, franchement, cette diplomatie voyou, c'est une diplomatie voyou. De délinquants. De délinquants, exactement. Je pense qu'on fait un jour la diplomatie en qualifiant cet État d'avoir un appareil diplomatique. Je pense que, je vais être très sincère avec vous, Madame Selem, ce qui me paraît à la fois abject et ce qui me paraît à la fois sale, c'est de comparer ces gens-là à de la diplomatie. La diplomatie, c'est pas ça. Pour moi, j'appellerais ça de la voyoucratie. Complètement. C'est un État voyou à travers ces réseaux de drogue ou qui n'arrêtent pas de s'agrandir et de se développer. La preuve, c'est qu'il y a quelques jours, il y a même eu une remise de peine. Une grâce de 4800 trafiquants de drogue. Non, encore pire que des trafiquants de drogue. Des cultivateurs. Producteurs de drogue. Des cultivateurs. Ça veut dire que tu fais une grâce, pas aux gens qui la vendent, mais tu fais une grâce à ceux qui la produisent. Je ne sais pas si on s'en rend compte, alors que le Maroc est sous perfusion, c'est le roi Mohamed VI, sous perfusion constante de l'Union européenne d'argent pour combattre le fléau de la drogue. Donc ils prennent de l'argent de l'Union européenne en achetant des scanners, des bateaux de reconnaissance, des choses comme ça pour contrer les réseaux de drogue. Et tu as une grâce pour ceux qui la produisent, pseudo-royale, la cultivent, pseudo-royale, qui te dit: on va gracier 4500 producteurs de cette drogue-là. Excusez-moi, si quelqu'un y comprend quelque chose, ramenez-le-moi, parce que moi je voudrais qu'il m'explique c'est quoi la vie. Il y a quelque chose qui est juste, on est dans un délire complet. Donc quand on parle de ces gens-là comme des diplomates, pas du tout, la violence est l'arme des faibles. Quand il a agressé cette personne, quand ce voyou a agressé l'ambassadeur de la race, il a montré sa faiblesse. Il a montré son bagage de voyou. Donc, je vous le signale, la diplomatie, c'est quoi? Un diplomate, c'est quoi? C'est une personne qui représente son État à l'étranger. C'est ça un véritable diplomate. Il faut se dire les choses. Que ce soit un consul, un ambassadeur, peu importe le diplomate, c'est une personne qui est à l'étranger mais qui représente son pays. Donc ils ont représenté leur pseudo-pays en usant de la violence, une personne plus jeune vers un ambassadeur de la race qui est beaucoup plus âgé. Enfin, il y a tous les ingrédients pour montrer la déliquescence de cet État. Mais il faut surtout parler de l'action du Makhzen, parce que tout ça est piloté par le Makhzen. Fouad Chergui, je vous voyais vouloir intervenir pour parler de ce fait diplomatique, si on peut. Le roi n'aime pas la concurrence, c'est connu, c'est vieux comme le monde au Maroc. Et aujourd'hui, cette grâce des narcotrafiquants, c'est ni plus ni moins des nouvelles filiales qui se construisent pour l'exportation de Vous savez ce qu'ils ont écrit, les médias marocains? Vous savez ce qu'ils ont écrit? Ils ont dit comme quoi il y a une autorité qui a été créée par le ministère de la Justice marocaine pour justement régulariser la culture du cannabis par rapport à certains pays d'Europe. Mais oui, et ce qui est, c'est complètement je crois que beaucoup de gens ne s'en cachent plus. Ouais. Je crois que beaucoup de gens, il faut se voir l'évidence. Plus personne se cache de ça au Maroc. Dans certains pays européens également, on sait d'où arrive le cannabis sur le marché européen. Ils se sont même alliés au cartel narcotrafiquant d'Amérique latine. La grâce de ces narcotrafiquants, c'est des personnes qui sont expérimentées et qui connaissent les filières sur le bout des doigts. Avant de poursuivre, oui, Samy, vous voulez rajouter quelque chose justement concernant
cette affaire, mais également sur les actions du Makhzen pour essayer de corrompre dans tous les sens du terme. Corrompre un petit peu certaines institutions pour bloquer la présence de la race à l'Union africaine. Tout à fait. Donc juste avant de revenir sur ce point-là, ce que mon cher ami Fouad vient de citer est extrêmement intéressant, c'est que aujourd'hui la presse espagnole en parle de plus en plus et qualifie ce régime marocain de narco-État. D'ailleurs, il faut savoir que le trafic de cannabis et de drogue dure est présent. Il faut préciser que le Maroc est le premier producteur au monde de cannabis. Premier producteur mondial, tout à fait. Ouais. Et dans le calcul du produit intérieur brut, donc du PIB marocain, la production de cannabis et d'autres drogues sont partie prenante et partie intégrante. Alors, pour revenir sur ce dossier de la race, il faut rappeler que la République arabe sahraoui démocratique est en train d'enregistrer cette semaine des avancées et des victoires diplomatiques notoires. D'ailleurs, il y a quelques jours, la Namibie a convoqué l'ambassadeur français pour lui rappeler sa désapprobation d'une reconnaissance d'une prétendue souveraineté sur le Sahara occidental occupé et dénoncer cette violation inadmissible du droit international et des résolutions onusiennes. Il faut dire aussi que très récemment, un reportage sur la télévision belge, sur RTBF, a été diffusé et parle des pratiques donc, de ces irresponsables. Ça fait plus de 6 mois qu'il est sorti. Il y a 6 mois, et qui parle de ces irresponsables marocains qui donc, utilisent une série de manipulation, de corruption pour essayer d'infléchir... De pots de vin, justement, pour infléchir la politique, non seulement du Royaume de Belgique, mais également la politique de l'Union européenne. L'Union européenne, voilà. Au Parlement européen. Le Parlement européen, avec aussi des pratiques... Il faut préciser que des députés du Parlement européen ont été arrêtés pour corruption dans cette affaire. Tout à fait. Et ce qu'on appelle le Maroc Gate. Voilà, le fameux scandale du Maroc Gate. Un autre scandale parmi tant d'autres de ce régime, je veux dire, tyrannique et assez barbare. Finalement, c'est un régime qui apparaît comme étant hors du temps et qui utilise des pratiques mais vraiment moyenâgeuses, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur du terme. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'ils utilisent aussi les mœurs pour menacer des dirigeants européens, pour aussi finalement les tenir avec des dossiers et les forcer à adopter des positions inadmissibles, du chantage. Écoutez, on a un lien direct entre cet État voyou et tout ce qui est désinformation 2.0. D'accord ? C'est un pays qui se nourrit avec des mouches sionistes de la désinformation continue à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, à travers les unités de presse. Il faut savoir qu'ils ont évidemment percé avec des moyens subversifs des grandes chaînes de télévision, d'accord. On sait qui, l'affaire Rachid Mbarki, on va en reparler sur BFM TV. Sur BFM, on va en parler, où il a été payé, où il a reconnu en garde à vue avoir été payé par le régime chérifien pour dire des absurdités sur l'antenne en direct, et qui faisait même le rôle de rédacteur en chef pour pouvoir dire des choses sur le régime chérifien. Enfin, le Marocco Gate. Je dirais non chérifien. Non chérifien, voilà. Le Marocco Gate qu'il a essayé de payer tous les députés européens, qu'ils soient à Bruxelles ou à Strasbourg, d'accord, parce que vous avez la partie économique et vous avez la partie politique. Et maintenant, regardez ce qui se passe avec l'Égypte, où d'une déclaration de notre présidente de la République sur une entrée, ouvrez les frontières, amis égyptiens, pour que nous puissions... On va en parler dans la deuxième partie. Pour que nous puissions installer des hôpitaux en 24 heures, ils ont coupé la partie de notre président de la République pour dire, regardez, voilà ce qu'il veut faire, il veut rentrer en Égypte et faire la guerre avec l'Égypte. C'est pas vrai, mais tout ça c'est de la manipulation. Mais heureusement, les gens le savent, qui est un État voyou, qui est un État solidaire avec les peuples opprimés. La vérité monte par les escaliers pendant que le mensonge monte par l'ascenseur. Tout à fait. C'est connu. Donc ne vous inquiétez pas, ils sont démasqués et depuis bien longtemps.
Mehdi, vous avez avancé justement le débat du moment puisqu'on allait parler de la désinformation, service de plan de déstabilisation. Nous allons parler aujourd'hui des moyens qui sont mis pour tenter de déstabiliser la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 septembre. Jingle et on revient au débat. Alors, le candidat Abdelmadjid Tebboune faisait un discours à Constantine pour parler justement du soutien de l'Algérie pour le peuple palestinien. Ses propos ont été déformés par des médias de l'entité sioniste, mais également des médias du Merzan. On regarde le passage complet et on revient au débat. ما نتخلاوش على فلسطين بصفة عامة وعلى غزة بصفة خاصة. الجيش راه جاهز مجرد ما يحلوا لنا الحدود مجرد ما يفتحوا لنا الحدود ويسمحوا الحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات. Voilà, c'était les propos du candidat Abdelmadjid Tebboune lors de sa sortie électorale à Constantine. Bien sûr, ces propos ont été déformés. Il y a une coupure du sonore de l'intervention. Ils ont été cutés. Ils ont coupé pour justement montrer... Pour envoyer dans une mauvaise direction les propos de notre président de la République qui a dit quelque chose de simple. Ouvrez les frontières égyptiennes qui emmènent à la bande de Gaza. Et pour permettre au convoi humanitaire. Pour construire, qui permettra à notre armée, qui ont les capacités logistiques, de construire 3 hôpitaux en 20 jours. Ce n'est pas un homme de guerre, c'est un homme de paix. Justement, il est là pour soigner les personnes qui ont été blessées en temps de guerre. Mais la sournoiserie, la médisance et la méchanceté naturelle de ces personnes-là, ils ont cuté le passage de notre président de la République en disant « Regardez, il veut vous attaquer. D'accord ? Sauf que l'Algérie est connue pour être un pays de paix, pacifiste, oui. Est un pays qui ne s'occupe pas des affaires généralement des autres sur un terme d'armée, mais qui est toujours là pour aider les peuples opprimés. » Et voilà, on ne va pas refaire la présentation de certains de ces lobbyistes acharnés contre notre beau pays et notre valeureux président. Donc je vous le dis en toute honnêteté, ce qu'ils ont fait, c'est juste immonde. Il n'y a pas de déontologie professionnelle, parce que c'est du mensonge à ciel ouvert, et c'est des chaînes de télévision qui l'ont repris dans l'État sioniste et aussi dans l'État voisin. Ce n'est en aucun cas du véritable journalisme ce qu'ils ont fait, parce qu'ils connaissaient très bien la fin de la phrase et ils ont juste... C'est pour un peu chauffer, pour monter un peu la chose en ébullition. Voilà, mais ce sont des méthodes de barbous, ce sont des méthodes d'État voyous, ce sont des méthodes d'État qui n'ont aucune foi, aucune loi. Il faut préciser, abject, comme Mehdi, qu'ils ont coupé la partie où on parlait de construction d'hôpitaux en 20 jours, 3 hôpitaux en 20 jours. Ils ont gardé que le morceau, ouvrir la frontière pour que l'armée... Il y a un livre que je vous conseille, Les fourberies de Scapin. On devrait appeler ça les fourberies du Maroc, ça serait plus rapide. Sam, il voulait rajouter quelque chose. L'aide humanitaire est au cœur de la politique extérieure de l'Algérie. Oui, c'est-à-dire tout à fait. Ces propos du président de la République, M. C'est un geste beaucoup plus humain et de soutien dans cette épreuve difficile que vit actuellement et s'inscrit dans une logique qui est l'aide humanitaire à destination des peuples qui sont dans le besoin. L'Algérie vient de le faire au Niger, on en a discuté il y a quelques minutes. Elle l'a fait à destination de la Turquie et de la Syrie il y a quelques mois lors du terrible tremblement de terre qui a touché ces 2 pays. Donc l'Algérie a toujours, c'est toujours naturel. Le tremblement de terre au Maroc. Exactement. Oui. Donc ce qu'il faut dire, c'est que les Marocains ont refusé. Une aide que le Maroc a refusé. Voilà. Mais l'Algérie a voulu avec beaucoup de haine d'ailleurs de leur part. Il faut dire que cette tentative éhontée d'attaquer l'Algérie et de déformer les propos de notre président de la République s'inscrivent dans ce qu'on appelle les guerres dites de 4e
et de 5e génération et qui sont une véritable guerre numérique pour attenter à notre pays. Et en réalité, ce qui est important, c'est qu'il y a un autre fait marquant, c'est que l'entité sioniste et le Maroc ont tenté de saboter les liens historiques et fraternels qui nous lient à la République arabe d'Égypte. Et des liens qui sont très forts de tout temps. Voilà, et j'ai envie de dire que nenni, parce que c'est une tentative vaine qui ne réussira jamais parce que les liens sont historiques. De créer des tensions entre l'Égypte et l'Algérie. Lorsque l'Algérie a été lâchement attaquée par le Maroc, c'est l'Égypte qui est venue en aide à une Algérie qui vient d'être indépendante. Je vous le dis, les liens... Et l'Algérie qui est venue en aide aussi aux Égyptiens. Des Égyptiens. Exactement. Personne ne pourra porter atteinte à l'entente cordiale entre l'Algérie et l'Égypte, c'est un fait. Ils ont essayé de s'immiscer dans cette relation fraternelle entre deux peuples frères. Ils n'y arriveront pas, les Égyptiens ne sont pas dupes. Ils savent très bien que le royaume du côté a été téléguidé par un régime sioniste. Vous savez, le président de la République, lors de son discours, a dit... Il se réfère toujours aux résolutions de l'ONU. La résolution de l'ONU, elle a dit quoi? Cesser le feu et aide d'urgence médicale. C'est ça. Donc, notre président de la République respecte les lois internationales. Cessez le feu, ouvrez-nous les frontières et on construit 3 hôpitaux en 20 jours. Mais c'est juste incroyable comment ils ont réussi à détourner ça et à faire croire que notre président voulait justement aller au combat. Il faut préciser, Mehdi, qu'il y a eu une délégation de médecins algériens qui se sont déplacés justement à Gaza. Plusieurs fois. Récemment, récemment, en plein bombardement. L'Algérie a toujours œuvré pour la paix, cher Salim. Elle ne veut pas, l'Algérie n'a pas une volonté d'aller à la guerre. C'est sûr que si quelqu'un vient nous chercher, il nous trouvera. Ça, croyez-moi, ça, il n'y a pas de doute sur ça. Mais elle n'est pas prémisse de la guerre. Elle ne veut pas être en première... Mais voilà, justement. Mais rentrer bin Hamoud Fal, comme Egolo, entre... C'est pas possible. Le Maroc n'y arrivera jamais par rapport à nos relations fraternelles et sincères avec l'Égypte et avec son président. Donc, le président égyptien et le président algérien, notre président, s'entendent très bien. Donc, arrêtons de croire à ces calomnies, arrêtons de croire à ces fourberies, arrêtons de croire à ces petits gens. Vous inquiétez pas pour les relations algéro-égyptiennes, elles seront toujours au top des relations. Fouad ? Moi je crois que les gens ils y croient. Je crois que les gens ils y croient. Sauf ceux qui sont justement lobotomisés par un régime qui leur donne des informations en masse. Si Mehdi elle est bernée pendant un moment, et qu'aujourd'hui la population mondiale, on le voit à travers les manifestations, elle en a ras-le-bol de des informations. Elle en a rapport de ce 2 poids 2 mesures. Tout à l'heure, on parlait de journalistes. Salut, mais je vais finir là-dessus. Mais tout à l'heure, quand on parlait de journalistes, aujourd'hui, les gens n'y croient plus à ce professionnalisme. Pardon, on va revenir vers vous, Fouad. Justement, on parlait de cette médiatisation, des informations des médias. Le rôle qu'a fait I24, la chaîne d'information de Patrick Drahi, pour déformer les propos du candidat Tebboune. Elle a joué un pour rôle... qui roule. Oui, donc pour qui roule, c'est normal. L'entité sioniste qui a joué une chaîne, c'est de la propagande. Une action de premier plan pour déformer l'action diplomatique de notre pays, cette action qui est une aide humanitaire. Et tu sais, moi je l'avais dit avant, moi je suis extrêmement fier de l'Algérie parce que notre pays fait tout cela sans rien attendre en retour. Elle le fait parce que c'est des valeurs, c'est des principes qui nous animent. Nous avons souffert du colonialisme, nous avons souffert de l'impérialisme, nous avons souffert aussi de ces ingérences et nous le refusons pour les autres. Moi ce qui me choque aujourd'hui, c'est que l'Algérie est attaquée parce que c'est le seul pays qui est resté droit dans ses bottes et qui a décidé de ne pas se soumettre, de ne pas abdiquer au dictat sioniste. Voilà, au dictat sioniste. Et de rester finalement cette dernière citadelle des libertés. Mais l'Algérie et l'Égypte, l'Algérie et l'Égypte ont toujours eu un passé commun fait de lutte pour le triomphe de la nation arabe. Ils ont toujours eu de concerto cet objectif d'unité de la nation arabe, l'Algérie et l'Égypte, d'accord? Tu sais, même que le Maroc, voilà, bien sûr, sur tous les plans. Il faut savoir une chose, c'est que ce sont des pays qui ont toujours été honnêtement main dans la main, qui ont avancé main dans la main. Donc à un moment,
que le Maroc essaie de s'immiscer, c'est juste petit, mais c'est au niveau du pays, de toute façon, par la taille et par le peuple, par leur gouvernement. Mais je vous le dis, et je vous le dis en toute sincérité, c'est juste très bas, c'est juste minable, c'est misérable. Mais ça ne m'étonne pas venant d'où ça vient. Ouais, encore une fois, ça ne m'étonne pas. C'est tellement petit qu'on n'arrive même pas à comprendre que c'est pris une telle proportion. Oui. C'est quelqu'un d'intelligent ne s'arrête pas à des cuts. Quelqu'un d'intelligent se dit non, attends, il y a un avant, il y a un après. On ne peut pas prendre 30 secondes d'un discours et dire oui, il veut rentrer en guerre. Et les gens intelligents l'ont fait. Les gens bêtes et serviles ne l'ont pas fait. Les gens bêtes et serviles ont regardé une séquence de 15 secondes, 20 secondes et se sont dit ça y est, c'est la fin du monde. Si l'Algérie commence à rentrer en guerre, on est tous foutus. Non, notre président n'a pas une volonté de rentrer en guerre. Il l'a dit à plusieurs reprises sur ses différentes interventions. Moi, je ne veux provoquer personne, mais si on me provoque, je ne réponds pas, je tape. Il l'a déjà dit, et on le fera, et c'est sûr, et c'est pour ça que personne n'ose justement venir nous attaquer. Mais puis-je aussi emprunter un terme qui va peut-être choquer, mais qui est assez intéressant. On peut parler de subversion médiatique contre notre pays, et ça ne date pas de ces dernières semaines. Il y a beaucoup de médias, malheureusement, où la carte de presse n'est qu'un. Bien sûr. Je sais pas. Ils sont au service de leur maître, il faut le dire. C'est pas une carte. Je vais le dire et je vais rentrer encore une fois. Bon, je vais me faire encore des ennemis sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'habitude de toute façon. Certains, une carte de presse, pour eux, c'est une carte de crédit. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et je vais le dire, et honnêtement, et je suis quelqu'un qui pèse mes mots. Pour une certaine catégorie de journalistes, leur carte de presse leur équivaut à avoir de l'argent. Ils vendent leurs mots. Ils vendent leurs paroles, ils vendent leurs écrits. Et ces gens-là, ils sont au service de ces gens-là, moi je vous le dis, l'histoire les jugera. L'histoire les jugera. Parce qu'ils ont vendu leur âme pour quelques euros, quelques dollars. Mais tu sais, et ces gens-là devront rendre des comptes un jour. Si ce n'est pas ici, c'est dans l'au-delà. Mais ils rendront des comptes. Et des fois, c'est très rapide parce que si on se rappelle un peu l'affaire d'Imen Khelif, on a pu voir que de nombreux journalistes ont été démentis et quelques jours après, ils se sont ridiculisés sur les réseaux sociaux. Tout à fait. On les retrouve dans les réseaux sociaux. C'est pas fini. Vous avez des journalistes très sérieux. Qui ont été éjectés des plateaux de télé et qu'on retrouve dans les réseaux sociaux et qui témoignent très clairement. Ils ont pris position. Moi, je vais vous le dire, Rachid Mbarki était le présentateur de 22h à 1h du matin en direct sur le groupe BFM TV qui était à l'époque détenu par Patrick Drahi, qui est le propriétaire de I24. Et ce monsieur-là recevait des enveloppes de l'État voisin, l'État voyou, pour justement dire et embellir la situation au Maroc. Vous vous rappelez tous, et moi je vais le dire, moi je mets les pieds dans le plat. Collaborer aussi avec une agence israélienne. Bien sûr, et moi je vais le dire, et je vais mettre les pieds dans le plat. Vous vous rappelez tous du tremblement de terre qui a été une catastrophe au Maroc, et tout mon soutien au peuple marocain justement pour ça, parce que ça a été une très dure épreuve. Et ben les gens, 3, 4, 5 mois après, n'avaient toujours pas eu de secours dans les parties un peu plus reculées. Et tu voyais BFM à l'époque sous la période Drahi qui faisait des focus que sur Marrakech, sur un mur qui a été tombé, alors que la moitié du Maroc était dans les décombres. Donc à un moment, le parti pris, sous quel angle tu prends justement l'information, c'est juste irresponsable. Ces gens-là devront rendre des comptes, parce que le véritable peuple marocain a été meurtri par ce tremblement de terre et n'ont pas été secourus. Ils vivaient dans des tentes 4 mois, 5 mois, 6 mois après le tremblement de terre. Jusqu'à présent. Alors, et le peuple marocain qui est pour la cause, qui défend la cause palestinienne, il faut aussi en dire en mots, ils sont totalement muselés. Moi, je leur tire mon chapeau. Dans un pays qui désinforme, dans un pays qui ne leur donnera jamais la parole. Et les agressions, elles sont nombreuses envers les manifestants, les gens qui manifestent leur soutien au peuple palestinien. Et ces Marocains-là, ils ont notre respect. Pour moi, ils ont mon respect total. Vous savez qu'il faudrait que cet État s'occupe de son peuple avant de s'occuper des peuples des autres. C'est le seul conseil que je peux donner à cet État, et je le donne en toute fraternité, avec énormément de compassion. Je leur conseille déjà de s'occuper de leurs mots
de leurs problèmes, de leur population, avant de s'occuper de la population au Proche-Orient, au Moyen-Orient ou de la population du Sahara occidental. Donc voilà, Moi, je veux bien donner la parole à Madame Salem. C'est l'homme qui n'a pas eu placé un mot dans ce débat. Hein. Oui, je sais qu'elle a des choses à dire. Je parle beaucoup, je suis désolé. Oui, vous parlez beaucoup, on le dit, il faut le dire. Mais c'est pas grave, de toute façon, il dit de bonnes choses. C'est vrai que les gens, la population du Homs, elle continue à souffrir jusqu'à présent. Et moi, je sais pas, tout ce qui arrive à partir du Maroc, il me fait douter maintenant du métier de journaliste. Je suis désolée, hein. Il est journaliste et tout. Moi, je ne suis pas. Voilà, donc je doute maintenant qui croire, qui ne pas croire, qui dit la vérité, qui ne la dit pas. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle primordial pour dénoncer les méfaits, la désinformation. Hein. Mais ils sont orientés pour le Maroc, pour l'incident qui a eu lieu. Il faut voir comment ça a été. Comment ça a été traité. C'est normal, parce que le Makhzen gère les réseaux sociaux. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Ils sont complètement dans une bulle, pas d'informations, ils ne savent pas ce qui se passe. Et donc, il y a un autre élément aussi qu'il faut souligner et le rappeler aussi à nos téléspectateurs, c'est que plus de 50% de la population marocaine est analphabète. Oui. Et donc c'est des véritables laissés pour compte de ce régime-là. Vous avez parlé avant de ces manifestations. En fait, c'est une partie de la population qui rejette cette alliance coloniale avec l'entité sioniste et cette alliance de l'infamie, mais il faut rappeler également qu'une autre partie de la population marocaine la soutient aussi. Et c'est ce qui est le plus choquant et ce qui est également aussi le plus inadmissible. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Il y a quelque chose, moi, il y a quelque chose qui me sidère, parce que pour moi c'est de la sidération. Êtes-vous au courant que le royaume marocain a instauré un décret interdisant les manifestations pro-Gaza, de parler des victimes de Gaza à la télévision, à la radio et dans les mosquées. Donc c'est bon. Je vous le dis, je ne sais pas, la personne qui a créé ce décret, qui a écrit ce décret, qui a promulgué ce décret, les parlementaires qui ont accepté que ce décret puisse être et le roi du Maroc qui se prétend défenseur. Je suis désolé des croyants, je suis désolé de le dire, mais ces gens-là, je me mets à leur place quand ils se regardent dans un miroir. Le peuple marocain n'a pas le droit, le peuple marocain frère, d'accord, parce que le président de la République a toujours dit que le peuple marocain est un peuple frère, n'a pas le droit de manifester son mécontentement, sa solidarité avec le peuple de Gaza, par décret royal. C'est interdit. Ils risquent des peines de prison, ils risquent de rentrer en prison. Ils n'ont pas le droit d'en parler dans les mosquées. Bit Allah, ils n'ont pas le droit de dire nos frères palestiniens sont en train de mourir sous les bombes. Il faut rajouter quelque chose, Mehdi, c'est que le véritable initiateur de ce décret, c'est le conseiller du roi Mohamed VI, André Azoulay, grand partisan et soutien de l'État sioniste. Et qui a la nationalité de l'entité sioniste. Tout à fait, israélien. Et il faut rappeler il a toujours été là. Bien sûr, depuis même à l'époque de son père. Mais il faut rappeler aussi que Mohamed VI passe plus son temps à l'extérieur de son pays, plus que dans son pays. En plus, Mohamed VI est un peu, il se décrédibilise, puisqu'il se prétend commandeur des croyants et défenseur du fonds d'aide à la Palestine. Quand Salim, tu parles de commandeur, ce qu'on observe actuellement, c'est que le Maroc est devenu un lieu de villégiature de nombreux criminels de guerre de l'entité sioniste et de nombreux généraux de cette entité-là. Pas que des criminels de guerre, de grands vendeurs de drogue, de dealers, de personnes qui s'occupent de la prostitution, du vol d'enfants, de la pédophilie, du kidnapping d'enfants. Enfin, la liste est très très longue. Vous savez, si vous rentrez sur des sites qui parlent de la criminalité diverse au Maroc, vous avez l'impression d'être chez Narcos, quoi. Vous savez, Narcos, les séries Netflix, il y a de tout. Vous voulez voler un enfant, il y en a. Vous voulez violer un enfant, il y en a. Vous voulez acheter de la drogue, il y en a. Vous voulez de la prostitution, il y en a. Vous voulez des casinos, il y en a. Excusez-moi, c'est tout sauf un pays. C'est tout sauf un pays musulman. Il faut se dire les choses. Donc, à un moment, les bases de la société ont complètement été spoliées
par une partie étrangère à la population, parce que, encore une fois, je le dis sur ce plateau, le peuple, il y a une partie du peuple qui n'a strictement rien à voir avec ça, mais le problème, c'est que la gouvernance est complètement mise sous tutelle de l'étranger. Donc, à un moment, vous savez, on compare des fois le Maroc à la Thaïlande de l'Afrique. La Thaïlande de l'Afrique. Et je peux vous dire que la Thaïlande, quand on parle de la Thaïlande, généralement, on ne parle pas des paysages, si on voit ce que je veux dire. Donc, excusez-moi, voilà, il faut savoir se dire les choses. Mais c'est de l'avis de nombreux médias. Mais c'est juste horrible. Il y a des gamins qui sont kidnappés ou ils ne sont même pas signalés à la police comme quoi ils ont été kidnappés. Enfin, vous imaginez le degré de déliquescence de la société actuellement là-bas. Et tout s'achète. Tout s'achète. Alors, personne ne l'a fait dans le monde, pas que dans la région, dans le monde. D'accord? Ça, c'est la première des choses. L'Algérie est, de par son histoire, toujours aux côtés des peuples, dans la difficulté et sera toujours présente à l'avenir pour les peuples qui sont oppressés et qui sont toujours démunis. C'est une devise de l'Algérie. L'Algérie est grande, l'Algérie est respectée dans le monde grâce à justement ces actions-là. Et le président reste digne, reste toujours dans la lignée de ce que représente notre pays à travers le Moyen-Orient, le Proche-Orient et également l'Afrique. On ne cessera pas d'être l'Algérie. On continuera à agrandir l'Algérie et c'est grâce à ces décisions-là, à ces prises de position-là, que l'Algérie restera le plus grand pays du bassin méditerranéen et on continuera à l'être. Samy voulait rajouter quelque chose? Bien sûr. Alors, actuellement, le Liban traverse une des périodes les plus difficiles de son histoire. Et l'Algérie est venue combler cette problématique gravissime. Donc les plus hautes autorités de l'État ont décidé d'envoyer un tanker de la Sonatra, plus grande entreprise d'Afrique, pour venir donc en aide aux Libanais. Et moi, je suis régulièrement en contact avec des consoeurs et confrères libanais qui m'expliquent qu'actuellement dans les rues du Liban, le remerciement et la joie de la population libanaise est exceptionnelle. Voilà, est exceptionnelle. Il y a même des drapeaux algériens qui sont brandis aussi à Beyrouth, à Tripoli, un peu plus au nord du Liban. Finalement, la solidarité est un des axes majeurs de la politique étrangère de notre pays, l'Algérie. Il faut rappeler que cette semaine, l'Algérie a également décidé l'envoi d'aide urgente à destination du Niger, qui traverse en l'occurrence aussi un moment difficile avec des inondations. Il faut préciser aussi que le Liban vit actuellement une crise un petit peu difficile vu la situation économique, politique, mais aussi sécuritaire vu il n'y a pas de vol, il n'y a pas de... En réalité, le Liban est victime. Il y a un embargo quelque part sur le Liban. C'est ce que j'allais vraiment vous... Salim, tu me retires un peu les mots de la bouche. Il y a un véritable embargo actuellement contre ce pays qui est un pays phare de la résistance aussi contre l'entité sioniste. Tout à fait. Et il faut dire qu'actuellement, ce geste de l'Algérie n'est pas qu'une aide humanitaire, c'est un acte de résistance aussi, et ça a été également perçu comme tel par les autorités libanaises, que ça soit au niveau du Premier ministre libanais, donc Naguib Mikati, ou du ministre de l'énergie Walid Fayed, comme on a pu le citer. Ils sont conscients de ce geste un peu héroïque de notre pays. Fouad Chergui, votre avis justement sur cette situation, mais également sur cette solidarité avec le peuple libanais, mais aussi le gouvernement libanais qui vit depuis plusieurs mois, plusieurs années, je crois 3 ou 4 ans, une véritable crise politique et d'instabilité économique. À la fois crise politique, mais aussi on peut parler des frappes régulières sur le Liban. Sur le Liban. On en parle très peu, mais le Liban est également aussi en guerre depuis un certain nombre d'années, et les frappes se sont accentuées depuis au point où on a coupé la communication, la circulation aérienne, aucun vol sur le Liban. On en parle moins. Mais effectivement, le génocide à Gaza, la situation génocidaire au Proche-Orient, il y a un élargissement du conflit, à la fois sur la Cisjordanie, mais aussi sur la partie du sud du Liban.
C'est plus une agression sur le Liban. C'est pas une guerre, c'est une agression parce que le Liban se fait agresser. La résolution 1701 des Nations Unies est bafouée par l'État et par l'entité sioniste, par l'État sioniste, par rapport justement à cette résolution. Il faut faire attention à une chose, c'est que le Liban a toujours été un pays frère et ami de l'Algérie. Et le président Abdelmajid Tebboune et son gouvernement ne laissent jamais tomber leurs amis. Jamais tomber leurs amis. Donc, que l'Algérie soit le premier pays qui ait fait acte de solidarité envers le Liban, ça ne m'étonne pas. Moi, ce qui m'étonne, moi j'ai mis le pied dans le plat, hein, les Dauchons se dit tout. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. C'est le silence de certains pays qui se disent, parce que c'est de la fabulation, hein, mais qui se disent des grands pays d'Afrique ou du Proche ou du Moyen-Orient, où on entend un silence assourdissant par rapport à la difficulté du peuple libanais. Une complicité aussi. Je pense pas que ça soit une complicité. Moi, je vais aller encore plus loin. C'est une peur. Ils ont peur. L'Algérie n'a jamais eu peur de qui que ce soit. Et elle n'aura jamais peur de qui que ce soit. Mais ces gens-là ont tellement peur pour leur petite place qu'ils préfèrent voir la difficulté, la souffrance des Libanais que d'agir pour les aider alors que c'est quelque chose normalement qui doit être normal. N'oubliez pas ce qu'a fait le président Abdelmajid Tebboune pour les différentes crises humanitaires qu'il y a eu à travers le monde entier. Je peux vous en citer plusieurs où à chaque fois il envoyait des aides matérielles, militaires. On va parler justement du Niger, voilà, les aides humanitaires au Niger. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans un pays ami et frère de l'Algérie, l'Algérie est toujours de prime abord le premier à lever la main à dire on y va. Donc à un moment il faut savoir se poser les bonnes questions. Que l'Algérie le fasse, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas étonné. Je connais la valeur de mon pays et la valeur de mon président. Que les autres pays qui s'autoproclament entre eux-mêmes grande puissance et qu'ils ont un silence de peureux, je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser. Barbès, wallahi, 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 3 fois. Tu vas, mais c'est ça. Paris, il te manque 3 centimes sur un caddie de 400 €. Il dit, monsieur, dépose un article. Wallahi, là, tu vas à la caisse, tu fais un caddie de 400 €. Tu leur dis, monsieur, il me manque 20 centimes. Il te dit, rendez un article. C'est vrai ou c'est pas vrai? Barbès, قول له خويا راني جيعان ما عنديش يقول لك خويا كل واش حبيت وبرباح وبصحتك وما تشبعش زيد. Oui, c'est en Algérie. La classe à l'algérienne. Ouais, c'est en Algérie. Moi, j'ai connu ça en Algérie. Oui. C'est en Algérie où tu vas dans un restaurant, c'est en Algérie où tu vas dans un café, tu prends un café. C'est en Algérie où quand tu prends un taxi. C'est l'hospitalité en fait. Algérienne. La générosité algérienne. Tu lui dis, Mandish, cool. صحتك كل مش مشكل مش مشكل soyez bienvenus. Il y a des mecs qui te donnent, mais il y a des choses moi qui me rendent fou. Il y a des mecs qui يعطيولك زرابات الصالات في بارباس, ils te disent لا في سبيل الله صلي بها عندي دعوة الخير. Là, c'est un truc de fou, hein, mais c'est un truc de fou. Après t'as des honnêtement, hein, t'as une population là-bas qui est généralement assez jeune. Qui est primo-arrivant, qui font les choses des fois pas comme il le faut, mais les grands de Barbès, qu'ils appellent les grands de Barbès, qui ont les commerces, qui ont Agda, ils savent les tenir et leur faire tenir raison, on va dire. Oui, Yasmine, je voulais t'écouter justement à Barbès. Tu faisais des courses là-bas pour la cuisine? Non, moi. Parce qu'il y a beaucoup, à l'époque, on partait là-bas avec ma grand-mère et ma mère pour acheter par exemple des looses et pour faire des gâteaux et tout ça. Moi, je ne suis jamais restée loin d'Algérie plus de 20 jours. Quelle chance, quelle chance. Moi, c'est exceptionnel. Mais ce que vous racontez là, c'est vrai, cette générosité, les gens pensent, moi j'ai discuté avec beaucoup d'étrangers qui me disent, oh oui, mais ils sont généreux parce que c'est par nostalgie de l'Algérie quand ils voient un Algérien. J'ai déjà pleuré à Barbès. Hein. Non. Madame Salem, j'ai déjà pleuré à Barbès. Hein. Oui, mais quand j'étais étudiant et je n'acoule chorba à Barbès, Pkit, j'avais 20 ans. J'ai pleuré à Barbès parce que n'acoule chorba. C'est pas que par nostalgie, c'est parce que l'Algérien, il a emmené avec lui cette
qualité qui est chez tous les Algériens d'Algérie, et quand ils vont ailleurs, ils la gardent. C'est pas toujours par nostalgie, c'est parce que l'Algérien est de nature hospitalier. Les grandes mosquées pendant la période du Ramadan, vous visitez les mosquées, il y a des dames qui font la shorba du cœur, c'est ça la shorba du cœur, mais quand vous allez sur les files d'attente, vous n'avez pas que des gens qui jeûnent. Et vous avez plein d'Européens. Que ce soit à Paris, que ce soit à Marseille, que ce soit à Lyon, vous avez plein d'Européens. Allez poser la question au recteur de la mosquée de Paris ou au recteur de la mosquée de Lyon. Il ne se pose pas la question de savoir s'il a jeûné ou pas. Marhaba. Il veut manger, il mange. Et j'ai vu ça exactement aussi à Montréal. Il y a des Algériens qui font des repas, gratuitement à des étudiants, voilà, Fermdal. Mais quand j'ai vu la chaîne, mais il y avait un monde fou, mais pas que des Algériens et pas que des musulmans. Tout à fait. Les gens viennent manger et l'Algérien est là pour offrir. Ils offrent. Pour nous, je crois que ça fait partie de nos gènes d'être généreux comme ça et donc on l'a emmené avec nous en France. On ne l'a pas appris là-bas. On l'a emmené avec nous. Ça m'a donné faim, Madame Salem. Ah bon? Il n'a pas encore dîné. Après ce synopsis, je peux dire que la sortie de ce film, donc Barbès, Little Algérie, est un peu la représentation de l'immigration algérienne au cinéma. Et il y a un point aussi qui est fondamental, c'est que cette représentation-là est aussi un moyen de faire connaître le patrimoine culinaire algérien. Je vais employer une petite terminologie, de faire de la diplomatie culinaire. Et donc, bon, attention, Ismaël, je te coupe. Oui. Le film, j'ai vu quelques extraits. Ça parle aussi de choses pas très catholiques, on va dire, pour rester dans le sujet. Catholique. Alors, s'il vous plaît, voilà. Mais je préfère Madame Sel pour la gastronomie algérienne et développement de la diplomatie. Ça reste un film de clichés. Ça reste un film de clichés. Beaucoup de clichés. Le mec qui attention, c'est pas l'Algérie. Et puis, moi, je pense qu'il ne faut pas que l'Algérie est bien plus belle et bien plus grande que ça. Il ne faut pas regarder que la bande-annonce, il faut regarder tout le film pour pouvoir l'analyser. Mais il est annoncé à Alger. Mais il n'en demeure pas moins que le cinéma peut être un formidable moyen pour... Vecteur, c'est un vecteur. يعني كما شفتوا الاخوان مادام وصلتي لهنا يعني سمعتي كاع الكلام وكاع الافتراءات ما غاديش نحاولوا نناقشوا معاهم وندخلوا معاهم في جدال ما كاين غير عفط عليهم اي حاجه متعلقه بالكريغله عفط عليهم لانهم غتقول لي لا مساله نظام وانا عندي صاحبي جزائري وراه صاحبي ولا ماشي كلشي بحال كلشي بحال لانه من راى بحال الظلم هذا وهاد التصريحات هذيك على الاقل غادي يعبر الاستنكار ديالو. وحتى دوك لي زانفلونسور اللي كيقول لك لا راه خاوتنا وخوتنا ما كاين لا خاوه لا هم يحزنون بحال هاد المواقف اللي خاصهم يبانوا التضامن ديالهم ويقول لك خاوتي ما خاوتي ولا حنا شعب واحد. بحال هاد المواقف خاصهم يستنكروا. وشنا اصحاب الجاليه المغربيه والجزائر استنكروا ولكن هادو ديال هنا ما باغينش. هادو هما المواقف لانهم عارفين استنكروا في هذه المواقف هذه في هذا البرنامج لانه تابع داير بالبال وتابع القناه الرسميه الجزائريه. ضروري غادي الجزائريين غادي يغوتوا. هنا فين كتبان المواقف. كتب لي في التعليق اسبهم ما عندي مشكل. انا هاد القوم ما عندي معاه مشكل غير كتب في التعاليق اللي جات في فمك غنحطها. وهذا الكلام والحديث بقيه ان شاء الله. للقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.